à tous, bienvenue dans Morning Psy, le podcast des JNPN, les journées de neurologie, de psychiatrie et de neurosciences. Je ne me présente plus, Nidal Naban, j'ai le plaisir de coordonner ces podcasts aujourd'hui et je reçois trois invités qui représentent la jeunesse. Je commence par Marine Gilson, qui est interne en DES de psychiatrie en Île-de-France et qui est surtout présidente de l'AFEP depuis 2019. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors, je rappelle, Marine, que ton association, la FEP, c'est l'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie. C'est une association qui représente, qui fédère les internes en psychiatrie en France, et ça depuis 1998. Ouais, première Coupe du Monde pour la France, c'est facile à retenir, c'est ça. Oui, Coupe du Monde, je suis pas très foot, mais je te fais confiance. La FEP, c'est une grosse assoce, hein. Elle représente environ 2000 internes, c'est ça, Marine ? Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, je suis également accompagnée de Jeanne Dupont. Jeanne, qui est étudiante en médecine, qui est entre la DFGSM 3 et la DFASM 1. À vos souhaits, moi je suis de l'ancienne génération, moi je parlerai de D1 et D2. Et donc, c'est bien ça, Jeanne ? Oui, tout à fait, exactement. Donc, tu es la vice-présidente chargée des études médicales à l'ANEMF. Et bienvenue à toi alors. Tout à fait, c'est l'ANEMF, du coup l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Ok, donc c'est une association aussi représentative des étudiants en médecine et elle est beaucoup plus ancienne, elle est de 1965 et vous êtes hyper nombreux, vous êtes entre 40 et 45 000 étudiants qui sont représentés dans l'assos, c'est bien ça ? Oui, entre la 2e et la 6e année globalement. Ok, très bien. Et ma troisième invitée, c'est Marine Lardinois, qui est vice-présidente de l'AJPJA. L'AJPJA, tout le monde connaît, l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Elle est beaucoup plus récente, mais très active. Une association très présente dans tous les congrès, présente sur tous les terrains. Vous avez été créée en 2016 et vous fédérez et vous représentez surtout les jeunes praticiens qui sont diplômés, qui ont moins de 10 ans de thèse et vous êtes environ 5000 praticiens. C'est bien ça, Marine ? Oui, c'est bien ça, grosso modo. Merci Nidal pour la présentation. Et on remercie au passage hyper chaleureusement le comité d'organisation des JNPN de nous donner la parole avec ce podcast. Merci. Ok, trois merci. Alors, de quoi avez-vous envie de nous parler, les jeunes ? Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'enquête avec un grand E. L'enquête qu'on a lancée à 3 assos le 10 mai dernier, jour de lancement du questionnaire de préparation aux assises de la santé mentale, soit dit au passage. Bon, en vrai, c'est juste un concours de circonstances. Ceci dit, on espère qu'on sera consulté pour enfin pouvoir exprimer tout ce qu'on a à dire en tant que nouvelle et future génération de psychiatres. Petit message subliminal. Ok, bien entendu. Alors, je suis curieuse pour en savoir plus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur comment s'est né ce projet ? Je pose la question peut-être à Marine. Comment ça s'est venu cette idée ? Pour résumer un petit peu, je pense que le point de départ de ce projet, c'était les journées de l'ANPCME, donc l'association des présidents et des vice-présidents de CME qui ont eu lieu fin 2019, c'était à Strasbourg. À ce moment-là, l'ANPCME avait invité donc pour l'occasion l'ANEMF, l'AFEP et l'AJPJA pour parler un peu des différentes réformes en cours et de l'attractivité de l'hôpital public, ce qui a permis à nos trois associations de se rapprocher déjà à ce moment-là. Et en plus, c'était au moment où les chiffres des ECN 2019 venaient de tomber, année où on a eu un énorme creux dans le nombre de postes choisis avec quasiment 100 postes d'internes en psychiatrie qui n'avaient pas été pourvus. Donc je dirais que c'est de là qu'est venue assez naturellement l'idée de l'enquête. On se retrouvait ensemble, la psychiatrie venait d'essuyer vraiment un record jamais vu dans le nombre de postes vacants avec, je le rappelle, 17% de postes d'internes non choisis. Donc vraiment c'était le moment ou jamais. Après, ce manque d'attractivité, ces difficultés à recruter des futurs psychiatres, c'est pas un constat vraiment français, parce que l'OMS, dès 2008, parlait déjà de pénurie mondiale de psychiatres.
Et en France, le problème n'est pas complètement nouveau non plus, parce qu'on voit que c'est depuis 2012 qu'il y a des postes d'internes qui sont non pourvus, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Alors oui, en parallèle, le nombre de postes ouverts a augmenté, mais c'est surtout parce que le nombre d'étudiants en médecine a augmenté et le besoin en santé aussi, donc ça explique pas vraiment les choses. Et au-delà des postes d'internes, la Cour des comptes a précisé dans un rapport qui date de 2011 que 20% des postes de psychiatres dans le public n'étaient pas occupés, ce qui n'a pas tellement bougé depuis. Et en plus, on sait que l'âge moyen des psychiatres en France était de 53 ans à peu près en 2016, donc il va falloir s'attendre, selon les prévisions, à des départs massifs de professionnels jusqu'en 2025-2030 environ. En gros, il faudrait donc plutôt augmenter le nombre de jeunes psychiatres dans les 10 prochaines années, alors qu'en fait, en ce moment, on constate plutôt une baisse d'attractivité majeure depuis presque 10 ans. Ok, c'est catastrophique en fait, on ne se rend pas compte comme ça quand vous présentez les chiffres, je suis vraiment choquée. Ça pose un peu le décor, donc une enquête qui part de ce constat et ensuite, comment vous avez construit cette enquête? Jeanne, vous pouvez dire deux mots? Oui, bien sûr. En fait, on avait un petit peu déjà des hypothèses de recherche. On ne partait pas tout à fait de rien, puisqu'il y a quelques études qui ont comparé les facteurs qui influencent les choix de carrière, parfois même spécifiquement en psychiatrie, chez les étudiants en fin de deuxième cycle, donc qui sortaient des ECN. Le souci, c'est que c'est des études avec des tout petits échantillons, 150, 200 étudiants, rarement plus, mais qui allaient déjà globalement toutes dans le même sens. Donc finalement, ça nous a incité à creuser plus et à se dire on va essayer de faire quelque chose qui soit plus représentatif. Ok, tu peux expliquer, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en gros, les études, elles montrent clairement que pour améliorer le recrutement en psychiatrie, en fait, il faut agir avant que les étudiants choisissent leur spécialité, c'est-à-dire sur le deuxième cycle. Et donc, il faut mettre le paquet sur la qualité, la quantité de l'enseignement et des stages cliniques. Et toutes spécialités confondues, ça serait plus de 70%, 74 pour être exact, qui se disent actuellement influencés à la fois par l'enseignant et par l'enseignement. Et donc, pendant notamment leur stage clinique. Donc c'est vraiment important en fait, si on veut augmenter l'attractivité, eh bien c'est là qu'il faut qu'on joue, c'est-à-dire sur l'enseignement pendant les stages. Ouais, donc grosse responsabilité pour l'enseignant en fait. Oui, une grosse responsabilité, mais qui finalement est aussi une responsabilité qui est partagée par l'ensemble des professionnels que rencontre l'étudiant. Pas seulement les enseignants directs, mais aussi l'équipe pluriprofessionnelle autour de lui, etc. Tout le monde a un rôle à jouer pour faire découvrir les spécialités dans leur globalité aux étudiants. Et voilà, nos études, elles vont plutôt dans le sens d'un enseignement d'équipe, avec un impact fort de l'investissement par l'équipe de l'étudiant. Et donc, en gros, plus on va donner de responsabilités, plus toute l'équipe va impliquer l'étudiant dans les soins, et plus il va se sentir intégré dans le service. Et on se rend compte que plus on arrive à faire ça, et plus l'influence sur le choix de l'aspect sera fort et généralement favorable. Donc ça nous donne déjà des pistes de réflexion finalement pour améliorer l'attractivité pour les étudiants. Vraiment l'idée c'est de sortir un petit peu des stages plantes vertes ou des stages secrétariat qui permettent pas à l'étudiant en fait de s'intégrer, d'améliorer ses compétences, de faire en sorte que son stage lui soit utile. Et donc voilà, ça laisse aussi penser que l'enseignement c'est pas qu'une question universitaire, c'est vraiment quelque chose de global en stage. Et il faut décloisonner, valoriser le rôle de tous les professionnels que l'étudiant rencontre, universitaires, pas universitaires, même les équipes paramédicales. Tout le monde a son rôle à jouer dans la formation des étudiants plus jeunes. Oui, donc il faudrait démocratiser l'enseignement, donc. Oui, exactement. Et tant mieux, en fait. Il faut que la prise de conscience, elle ait lieu parce que les responsabilités, elles sont vraiment immenses. C'est à tous ces enseignants, en particulier les jeunes médecins d'ailleurs, vous, les internes, les jeunes praticiens, de renvoyer une vision positive et attractive de la spécialité, en sachant que l'impact d'une vision négative va être bien supérieur à celui d'une vision positive. On va plus vite avoir tendance à se détourner de la spécialité si on a un stage qui n'est pas bon, et au contraire, il en faut plusieurs pour confirmer son choix et avoir une vision vraiment positive de l'aspect. Donc vraiment, autant s'y mettre à plusieurs parce que c'est pas facile.
Ok, donc j'ai bien compris. Donc côté ANEMF, vous êtes parti de ces hypothèses, d'un rôle fort de l'enseignant et le rôle fort surtout de la rencontre, de la pratique, de la théorie, pas que seulement de la théorie universitaire descendante, hein, c'est bien ça. Et sur le choix de la psychiatrie, mais pas que, c'est ça? Exactement. On a aussi voulu tester d'autres hypothèses, comme par exemple celle de la période de choix définitif, qui se fait généralement souvent autour de la 5e année de la DFASM 2, ce qu'on appelait avant la D3. Globalement, généralement, les étudiants commencent à avoir une bonne idée, comme ça, au milieu de leur externat, de ce qu'ils veulent faire, et on aimerait bien voir à plus grande échelle si effectivement c'est à ce moment-là que ça se joue, plus tôt, plus tard. Voilà, c'est aussi des choses qu'on veut sonder. Évidemment, on s'est attaché à sonder les représentations sur la psychiatrie, sur les psychiatres, sur les personnes qui ont un trouble psychiatrique, sur les troubles psychiatriques, à la fois les représentations qu'ont les étudiants, parce que c'est les principaux concernés, mais aussi les représentations qu'ont leurs familles, parce que ça peut avoir un impact très fort si les proches perçoivent négativement la psychiatrie. Mine de rien, au cours de l'externat, on est encore jeune, et des fois, ça peut avoir un impact si ses parents, ses proches, ses amis disent « Ah ouais, mais non, mais la psychiatrie, on n'est pas vraiment médecin, etc. » C'est vrai qu'on sait que les étudiants ont quand même une attitude qui est décrite comme étant plus polarisée et négative envers la psychiatrie, plus que pour les autres spé. Voilà, exactement. L'idée que la perception de la psychiatrie n'est pas vraiment une discipline scientifique, que c'est éloigné de la médecine, que les personnes atteintes de troubles psychiatriques ne guérissent pas, que la psychiatrie jouit d'un faible prestige, par exemple, au sein de la profession médicale. Donc voilà, c'est autant de représentations qu'on veut sonder pour voir un peu leur étendue. Et ensuite, on regardera si ces représentations, elles diffèrent chez les étudiants qui ont reçu un enseignement théorique et qui sont passés en stage de psychiatrie. On regardera également si ces représentations, elles diffèrent en fonction de la qualité ressentie de ces enseignements, et également dans quel sens elles évoluent ensuite tout au long de leurs études. C'est incroyable, on se rend compte que le stigma en psychiatrie démarre très tôt. Une lutte contre la stigmatisation commence aussi par la lutte contre la stigmatisation de la spécialité et des internes en spécialité. Bon, côté AFEP, Marine Gilsens, tu peux nous dire qu'est-ce que les internes en psychiatrie pensent de tout ça ? C'est la question qu'on se pose un petit peu, justement. Mais donc, c'est vrai que du côté AFEP, puisque chaque association a son volet de questionnaire dans l'enquête, donc côté AFEP, on s'intéresse un peu aux mêmes aspects que ceux qu'a pu mentionner Jeanne, mais c'est vrai qu'on cible de manière un peu plus spécifique tout ce qui va concerner l'internat. On sait que l'internat de psychiatrie en France, il a parfois la réputation d'être un peu plus relax, tranquille que pour d'autres spécialités. Mais c'est assez difficile de dire finalement si cet aspect joue en sa faveur ou en sa défaveur, parce qu'on entend aussi des fois que c'est un internat de feignants. Donc de notre côté, on questionne les internes un peu plus précisément sur la qualité de l'enseignement pendant l'internat, l'intensité, le rythme de travail qu'ils ont aussi, ce qu'ils en pensent, leur qualité de vie en stage, l'image qu'ils pensent qu'ils renvoient de l'internat de psychiatrie en fait. Puisque c'est ce que disait Jeanne là juste avant. On sait que ce qui se transmet de la part des internes, des jeunes médecins, vis-à-vis des étudiants plus jeunes, ça va avoir un impact énorme sur la façon dont est perçue la spécialité. Donc voilà, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Après, on a aussi des hypothèses qui concernent les représentations, parce que c'est vrai que la perception de la psychiatrie et des internes en psychiatrie par eux-mêmes, et par les internes d'autres spécialités, ça avait déjà fait l'objet d'une enquête nationale de l'AFEP il y a quelques années, en 2014, et ça avait aussi été le travail de thèse d'une interne à l'époque. Petite dédicace au grand docteur Seban, Déborah, si tu nous entends. Ah oui, c'est elle qui a fait la thèse ? Exactement. Ok. Oui, donc même grosse dédicace au docteur Seban, je dirais, parce que c'est vrai que grâce à cette enquête qui a été aussi son travail de thèse, on avait appris pas mal de choses. On sait que l'image de la psychiatrie et des psychiatres aussi n'est pas très bonne auprès de nos confrères, en particulier chez les chirurgiens orthopédiques. C'est un peu moins dégradé chez les neurologues, les médecins généralistes, mais du coup ça nous a donné l'idée de nous interroger de nouveau sur la propension des internes de psychiatrie à s'auto-stigmatiser. Donc on a essayé d'interroger d'abord leur représentation
sur la psychiatrie et sur eux-mêmes en tant que psychiatres. Et ensuite, de les interroger également sur la vision qu'ils pensent que les professionnels des autres spécialités ont sur eux et sur la psychiatrie. Ok. Donc, ça n'a pas l'air très simple, tout ça. Tu peux, par exemple, nous donner des exemples concrets ? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, pour en citer quelques-uns, il y a ce préjugé que l'interne de psychiatrie a sans doute lui-même des antécédents psychiatriques ou qu'il est bizarre. Il y a le préjugé que les internes de psychiatrie ne sont plus des vrais médecins ou sont des tirs au flanc, qu'ils ont raté les ECN ou alors qu'ils devraient mal finir parce que la psychiatrie est contagieuse, entre guillemets, mais je précise que je n'invente rien et que tous ces propos, je cite en fait des choses qui avaient été questionnées dans l'enquête de 2014 dont je parle. Donc dans notre nouvelle enquête, on demande aux internes ce qu'ils pensent justement de ces représentations et aussi ce qu'ils imaginent que les internes ou les médecins d'autres spécialités pensent. Donc c'est un peu un test de double autostigma. Quelle représentation j'ai de moi-même et de mon métier, et puis quelle représentation je pense que les autres en ont, parce que c'est vrai que ça nous impacte forcément beaucoup. Après, on veut aussi s'intéresser et puis vérifier des hypothèses qui sont un peu plus sympathiques et un peu plus positives que ça. Notamment le fait que, a priori, plus de 90% des internes ont vraiment choisi la spécialité psychiatrie et c'était pas un choix par défaut. L'hypothèse aussi que la majorité des internes a tendance à privilégier le choix de la discipline pour vraiment faire de la psychiatrie plutôt que le choix de la ville à l'internat. Donc bon, à mettre en balance aussi avec le fait qu'on constate quand même que le rang moyen des internes qui choisissent la psychiatrie aux ECN est pas non plus un super rang moyen. Donc bon, ça pose un peu la question aussi des objectifs de réussite que se fixent les étudiants qui veulent choisir la psychiatrie. Donc voilà, après il y a aussi toute une partie où on étudie la façon dont les représentations évoluent au cours du temps, entre le moment où les internes ont choisi la spécialité, donc le début de leur internat, et maintenant. Et ça nous permettra de voir comment évolue un petit peu la façon de percevoir les choses avec l'avancée dans le cursus de l'internat, et de chercher des corrélations avec d'autres facteurs. Par exemple, est-ce que c'est corrélé avec la qualité perçue de l'enseignement, avec le nombre de formations qu'ils ont pu réaliser à côté, avec la qualité de vie au travail. Voilà. Mais bon, je signale quand même que côté AJPJA, vous questionnez un petit peu les mêmes choses. Alors justement, le côté AJPJA, Marine Lardinois, tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, c'est juste, on questionne tout pareil. Après, comme la FEP, on souhaitait aussi objectiver la réalité de terrain, donc on sonde les pratiques, la charge de travail, la prise de responsabilité institutionnelle ou non, la possibilité d'enseigner, de faire de la recherche et les enjeux éventuels autour de ces questions, la qualité de vie au travail et en dehors, un peu la santé mentale, les conséquences de la crise sanitaire aussi. Et puis on sonde les attentes et les perspectives, les projections en fait des praticiens dans leur activité actuelle. Qu'est-ce que les gens veulent modifier dans leur pratique, dans l'organisation des soins, quelles sont les actions qui leur semblent prioritaires, où est-ce qu'ils se voient exercer dans 10 ans, est-ce qu'ils pensent exercer la psychiatrie toute leur vie, est-ce qu'ils recommanderaient cette spécialité à un étudiant aussi. Ok, c'est un énorme chantier, tout ça. Ouf. Un peu de résultats, un peu de teasing. Est-ce que tu peux nous un petit peu déflorer les résultats, Marine, ou tu as des réponses à toutes ces questions ? Je vais pas dévoiler là les résultats, mais bon, ce que je peux dire, c'est que globalement, quand même, les répondants sont tous d'accord sur ce qu'ils veulent changer pour la psychiatrie de demain. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus, mais en fait, alors même qu'on est plutôt considéré comme une spécialité divisée, en tout cas, je trouve que ce point-là est assez encourageant. Ok, encourageant, je ne sais pas, mais on n'en saura pas plus, en tout cas ce soir. On a dépassé un petit peu le temps, un mot de la fin. On a récemment été interviewé par une journaliste du Monde qui a publié un article le 16 juin dernier sur la question du choix de la psychiatrie après les ECNI. L'ambiance de l'article m'a fait penser un peu à l'édito de Brown et Ryland du British Journal of Psychiatry en 2019 qu'on a utilisé du coup pour la biblio de l'enquête. Pour ceux qui nous écoutent, il rappelait que l'Association mondiale de psychiatrie a publié des conseils sur la manière de combattre la stigmatisation de la psychiatrie et des psychiatres en 2010. Et il cite notamment l'engagement positif avec les médias
ce que recommande aussi le rapport Laforcade. Et Marine Gilson, qui a lu pour vous l'entièreté de ce rapport pour préparer ce podcast, 190 pages, donc on la remercie. C'était un peu dur, mais franchement, je regrette pas. C'est vrai que Laforcade, dans ce rapport, il suggère un truc assez intéressant, qui est de jumeler des promotions d'internes en psychiatrie avec des promotions d'étudiants en journalisme. Par exemple, en organisant des stages en psychiatrie pour les journalistes, comme ça se fait déjà d'ailleurs dans certaines écoles, hein, et des stages de communication pour les internes. Donc bon, j'en profite quand même au passage. C'est vrai que dans certaines villes, ça existe déjà des immersions dans des services de psychiatrie pour les étudiants en journalisme, et ça existe aussi déjà à certains endroits des sensibilisations au media training pour les internes en psychiatrie et aussi pour les psychiatres diplômés. Du coup, je complète un peu ce que tu disais, Jeanne. C'est vrai que cet édito, il nous a beaucoup plu parce qu'il rappelle aussi des constats qui nous sont chers. Évidemment, l'importance de la lutte contre la stigmatisation, qui peut aussi passer par l'enseignement et par le contact avec des patients rétablis dans l'enseignement, pour que les étudiants puissent faire l'expérience de la réalité du rétablissement. Et il rappelle aussi que, en gros, le renforcement des ressources humaines est au moins un enjeu aussi important que le respect des droits. Et en fait, on avait envie de citer la phrase de conclusion de l'édito qui résume assez bien les choses, donc je m'en vais vous la citer. Les psychiatres ont parfois été leurs propres pires ennemis en matière de recrutement. Les débats fréquents et souvent stériles que nous avons pour savoir si les approches biomédicales ou psychologiques de notre spécialité sont les meilleures en sont un bon exemple. En réalité, les deux approches sont nécessaires. Le psychiatre du futur devra être bien ancré dans les neurosciences, mais aussi avoir une solide compréhension de l'importance des facteurs psychologiques et sociaux dans l'étiologie et le traitement des troubles psychiatriques. Il est temps pour la spécialité de cesser de se dévaloriser en raison de son histoire mouvementée d'asile psychiatrique et de pseudosciences et de se réaligner comme une spécialité biomédicale clé au cœur de la santé mentale. Fin de citation. Tout est dit. Il me reste à conclure et à vous dire merci à vous les trois jeunes. Merci vraiment d'être venus nous présenter cette enquête. Et donc, rendez-vous pris pour nous présenter les résultats. Ouais, merci à toi aussi et merci au JNPN. Un dernier mot aux internes et jeunes psychiatres. On compte sur vous vraiment pour adhérer aux assos. AFEP, AJPJA, c'est grâce à vous que les assos vivent. Et on compte sur tous les étudiants, les internes, les psychiatres diplômés pour participer à l'enquête, parce que c'est en ayant le maximum de réponses qu'on aura le maximum de poids pour changer la psychiatrie et en faire celle qu'on veut pour demain. Et à diminuer le stigma. Merci beaucoup les filles. Alors, je vous donne des indices sur mon prochain podcast. Mon invité, ça sera un garçon. Il sera de Montpellier. Il a toujours le smile et nous avons le même résus sanguin, la psychiatrie légale. Il va nous parler de neurosciences et leur application en psychiatrie légale. Vous l'avez deviné, c'est Mathieu Lacambre. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et bon café!